Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. On démarre l'épisode du jour sur les courbatures. Alors, vous m'avez posé pas mal de questions récemment sur Instagram ces derniers temps là-dessus. Et je m'étais dit, je réponds pas et je vais faire un podcast dessus, histoire que les choses soient claires et qu'après vous puissiez retrouver ce contenu. On va faire aussi un petit épisode What's New, étant donné que j'ai pas prévu un épisode dédié sur l'avancée de ma prépa. Je vais en parler un petit peu en début d'épisode, et vous allez voir que je vais mettre le contexte sur les courbatures, parce que ça tombe bien, je suis un petit peu concerné en ce moment. Alors, les courbatures et l'actualité. D'abord l'actualité. Ok, ça se passe bien, niveau prépa, donc actuellement, on est fin juin. Le dernier podcast qui a été enregistré était avec Maxime, c'était le talk des coachs, donc il y a 2 semaines, au moment où c'est publié cet épisode. Et nous, on l'a enregistré, donc actuellement on est fin juin, et nous on l'avait enregistré fin mai, début juin. Donc, en gros, il y a eu 1 mois entre ces 2 podcasts, pour vous 2 semaines. Je suis actuellement à 12 semaines de ma compétition et 2 jours exactement. Donc, ça commence à se rapprocher. 12 semaines, ça fait partie de la ligne de préparation. C'est la ligne, quoi. C'est vraiment, en général, 12 semaines, il y a beaucoup de changements au cours de ces 12 semaines. Physiquement, ça va. Je suis bientôt à moins 8 kilos depuis le départ. Comme quoi, j'y avais pas réfléchi avant il y a quelques temps. Et je regarde un petit peu, je fais tiens, mais j'ai perdu 8 kilos depuis le début. Et je commence à me rendre compte qu'effectivement, il commence à y avoir du changement. Et je revoyais des photos de moi l'été dernier et je me disais, ah ouais, j'étais quand même un cochon. Et du coup, effectivement, on se rend pas compte en fait, quand on fait ce type de préparation, à quel point on a pu stocker du gras au cours d'une prise de masse, mais surtout à quel point on a du poids à perdre. Et en fait, je le savais, mais indirectement, je voulais que ce ne soit pas la réalité. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, voilà, j'aimerais bien faire 80 kilos, très sec, et être au niveau de préparation, compétition. C'est quand même, ce style est 80 kilos très sec, moins de 10%, etc. quoi. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait un sacré poids. Et là, actuellement, je suis à 83 et quelques, donc je ne suis pas encore à moins 8 kilos. Je suis à 83,9 de moyenne. Et je me situe à peu près vers 12% de masse graisseuse. Donc c'est correct. Si j'avais pas la préparation et j'avais l'objectif que je vais présenter sur les podcasts précédents, je me serais pas arrêté si loin de ça. Je pense que je me serais arrêté au cours du mois de juillet. Là, j'aurais atteint les 11%. Et ça aurait été bien. J'aurais pu redémarrer une prise de masse de long terme. Mais on va redémarrer ici avec la prépa. Donc on va descendre bien en dessous de ça. Et ça se passe plutôt bien. Niveau gestion de la faim, c'est nickel. J'ai encore beaucoup de calories. J'ai profité d'une bonne optimisation avec mon diet break. Ça s'est bien passé. Je l'ai expliqué sur la vidéo diet break de la chaîne de Plaisir et Diète. Et impeccable pour l'instant. J'ai pas une fatigue drastique. Ça se passe. Et donc, justement, pourquoi j'en viens au sujet des courbatures aussi par rapport à mon contexte ? C'est parce que récemment, je vais être honnête avec vous, j'ai eu des petites douleurs au genou. Historiquement, c'est ces douleurs au genou qui m'ont fait démarrer la musculation sérieusement. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes de genoux sur le handball. Et en fait, du coup, je me suis mis à travailler correctement les jambes, puisque de toute façon, je pouvais faire que ça. Je pouvais plus courir, je pouvais plus sauter, etc. Et là, je suis tombé amoureux de la muscu. Mais le contexte de base, c'était cette blessure que j'avais au ménisque et qui me faisait mal. Et en fait, ça me faisait mal sur les rebonds, les changements de direction, etc. Et cette blessure, c'est des micro-fissures, donc, sur le ménisque externe. Et ces micro-fissures m'ont fait un petit peu douiller à l'époque et je ne pouvais pas squatter, etc. Je faisais que du leg extension, il n'y avait que ça qui pouvait passer. En gros, tout ce qui est impact, réception, ça ne passait plus. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du renfort adéquat à côté, donc sur les ischios, etc., pour que je puisse travailler dessus. Et quand même travailler mes jambes. Et là, je recommence à avoir ces douleurs de l'époque que je n'ai pas ressenties depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'avec le renfort adapté, j'ai pu reprendre après le travail de cuisse intéressant et je me suis quand même pas mal renforcé sur les autres groupes musculaires, ce qui a fait que
je n'avais plus de gêne puisque j'avais du muscle autour de l'articulation qui me permettait d'absorber et d'être correct au quotidien. Sauf que en fait, j'ai perdu 8 kilos. Ça fait 5 mois 5 mois cumulés de sèche sur les différentes périodes. Donc au total, on sera à 8 mois de sèche pour atteindre le niveau en question. Et je sais pas combien de kilos je vais encore perdre, hein, mais je pense que j'en ai bien 2-3 faciles à perdre encore. Et du coup, effectivement, avec 5 mois et cette perte de kilos, ça commence à faire. Et physiquement, mon corps me dit, mec, t'abuses un petit peu, n'oublie pas qu'il y a du ressort en dessous. Et du coup, je commence à ressentir ces anciennes pathologies qui reviennent un petit peu en inflammation. Et l'autre jour, je vais squatter et impossible de descendre sur mon squat. En plus, je fais un squat en fait avec des plaques et des petites talonnettes sur mes pieds, ce qui me permettait d'avoir une grosse flexion de cheville, une grosse flexion de genou, et donc d'optimiser au maximum ma ROM, ma range of motion, et aussi du coup mes flexions pour que je puisse maximiser le recrutement de mes quadriceps et avoir beaucoup plus de quadriceps que de fessiers, parce que j'ai un petit peu de fessiers de base. Et du coup, j'essaye d'éviter un équilibre entre ces groupes musculaires-là, ce qui est techniquement plus intéressant niveau santé, mais niveau scène et attente physique, c'est moins cool. Donc effectivement, du coup, j'ai fait ce choix-là de maximiser mes flexions de cheville, de genoux, pour avoir un max de quadriceps et moins de fessiers. Chose que font beaucoup d'hommes. Sauf que physiquement, les fessiers, pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, c'est le muscle le plus puissant du corps et le plus grand du corps. Et donc le négliger, ça peut apporter des pathologies. Et ça, on a déjà fait un podcast sur les groupes musculaires du tronc, sur l'importance d'avoir une bonne base avec Charlotte. C'est un ancien épisode de l'année dernière. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne de podcast, donc qui est kiné. Et du coup, on avait fait un épisode intéressant là-dessus. Et justement, en faisant ce choix-là, je recommence à ressentir un petit peu des problèmes de hanches, des décalages, et ça se répercute un petit peu sur les genoux aussi derrière. Et donc, en effet, du coup, j'ai ces problèmes qui se sont accumulés. Et donc, j'ai remis en place des exos différents. Donc, j'arrête de mettre ces grosses flexions avec les plaques que j'utilise. Donc, c'est des plaques de surélévation du talon. Et du coup, je retourne au squat classique. Donc, sans les chaussures à talonnettes, sans les plaques aussi. Et je retourne aussi sur un leg press. Voilà, leg press tout court, parce que je ne suis pas fan, mais le but, c'est aussi d'avoir un stimulus qui soit important pour un ratio de fatigue qui soit faible. Parce que lorsqu'on est sur une sèche aussi longue préparation, c'est difficile de garder beaucoup d'exos polyarticulaires en barre libre, en poids libre, et de gérer la tension qu'on peut avoir qui s'accumule sur les articulations. Donc effectivement, dans ce cas de figure uniquement, je recommande peut-être de monter le niveau de recrutement sur machine et assistance et de réduire un petit peu les poids libres. C'est le seul cas de figure, honnêtement, que je peux voir dans cette situation en tout cas. C'est celui que je viens de présenter. Mais sinon, de manière générale, je vous laisse aller voir l'épisode machine versus poids libre. Vous aurez votre réponse. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvé à remettre le leg press en place et j'ai eu des courbatures aux fesses. Je vous raconte pas. J'ai eu super mal. Et pourtant, je travaille sur un leg press horizontal. Donc, si vous voulez, la différence entre les deux, c'est que le leg press horizontal, vous avez techniquement plus de recrutement quadriceps et moins de fessiers qu'un leg press qui est vertical, incliné, sur lequel, effectivement, on va avoir techniquement une extension de hanche plus importante, donc plus de fessiers. Et donc, du coup, je me retrouve quand même sur un horizontal, avec le pied tout en bas de la plaque, donc une flexion de cheville qui est quand même intéressante. Mais néanmoins, ça l'a pas fait. Mes fessiers ont quand même pris tarif. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de la sèche, que mon tour de fesses descend drastiquement. Je perds beaucoup de tours de fesses. Et je suis en train de me rendre compte que finalement, le cul que je pensais avoir, le fessier que je pensais avoir, où je me disais j'ai pas assez de quadriceps, j'ai plus de cul, en fait, quand on retire la graisse, j'ai peut-être pas tant de fessiers que ça en fait. J'ai peut-être pas un fessier aussi équilibré que mes quadriceps. Alors à voir, parce que j'ai encore de la graisse aussi à perdre sur mes quads qui va descendre en dernier. Ça descend pas trop là-dessus, je vous avoue. Tout le reste descend, mais les quads, ils ont pas envie de sécher. Et du coup, ça arrivera en dernier. Donc on verra à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, la prépa est déjà lancée. Donc je vais pas rééquilibrer mon corps comme ça en 3 mois. Mais en tout cas, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas justement du travail à mettre sur mes fessiers en supplémentaire? Parce que jusqu'à maintenant, je me disais, ok, j'ai pris des fesses et tout avant. Et maintenant, je les recrute plus trop parce que tout va bien. Mais finalement, après compte, peut-être pas tant que ça.
Donc un petit peu de courbature aux fesses et autres problèmes qui s'accumulent avec la préparation. Je me retrouve aussi avec... j'ai des problèmes respiratoires. Alors aujourd'hui, je m'en sors super bien. J'arrive à vous parler normalement. Je suis pas pris du nez et tout. C'est exceptionnel. Mais ça fait depuis le début de mes sèches, etc. Mais même avant, j'ai des grosses périodes d'allergie, tous les jours en fait. Des épisodes qui durent à peu près 1 à 3 heures, où j'éternue en continu. Ça me fait très mal à la tête et ça se cumule. Sauf que du coup, mon nez est en permanence bouché le reste du temps. Et il n'y a pas longtemps, je me faisais la réflexion et je me disais, bon, ok, j'avais des examens à faire, je ne les ai pas faits, le cordonnier très mal chaussé, pour le coup. Je me suis concentré sur le développement de mon activité, sur l'entreprise de plaisir et diète et sur mes vacances, et j'ai un peu mis de côté les radios que je devais faire. Sauf que, à un moment donné, je me pose et je me dis, mais attends mec, t'éternues 3 heures par jour, t'as mal à la tête, est-ce que tu te rappelles avoir respiré du nez? Et à ce moment-là, j'ai vraiment bugué, je me suis dit, putain mais, je respire plus du nez correctement depuis 8 mois. Depuis que j'ai démarré cette période-là, je ne respire plus des 2 narines tranquillement. Ça n'arrive plus. Je n'arrive plus. Donc j'ai un sérieux problème. Et du coup, ça, c'est des examens que je passe en ce moment à côté. Je pense qu'il est temps de s'en occuper parce qu'effectivement, j'ai peut-être un souci de santé en dessous. Voilà. Alors, c'est sans doute très certainement que je prends tarif avec des allergies que j'ai qui sont liées à mon quotidien. J'ai une maison assez ancienne en fait. Et j'ai pas mal de moisissures chez moi et je réagis très mal. Et du coup, j'essaie de travailler un petit peu là-dessus dans l'état de la maison. Mais de base, je peux pas changer de maison, quoi. Donc, pour l'instant, je prends et je me tais. Et donc, du coup, pour revenir aux courbatures, j'ai eu effectivement des petites courbatures aux fesses. On m'a posé des questions par rapport à ça. Et souvent, ce qui revient, c'est que vous imaginez ou vous me demandez si vous avez des retards parce que vous avez ressenti des courbatures, donc des retards sur vos groupes musculaires, ou alors est-ce que du coup les sessions ont été efficaces parce que vous avez ressenti des courbatures, ou est-ce que du coup en ce moment je m'entraîne mal parce que j'ai pas de courbatures. Voilà, un petit peu les idées qui rejaillissent. Je vais en faire une explication de base sur ce que c'est que la courbature, et du coup on va essayer de répondre à ces questions-là. Est-ce que les courbatures doivent faire partie de votre quotidien ? Est-ce que c'est normal d'en avoir? Est-ce que c'est anormal de ne pas en avoir, du coup? Est-ce qu'il faudrait en avoir? On va y répondre. Est-ce que, du coup, effectivement, votre routine est adaptée ou pas? Alors, on va faire des explications de base qui sont scientifiques, parce qu'il faut bien revenir sur le contexte. Je vais essayer de simplifier au maximum et de ne pas parler trop technique et de ne pas vous perdre, d'accord? Alors, peut-être que vous savez pas, mais on va revenir un petit peu sur les bases. Mais lorsque vous entraînez, admettons, j'ai mon groupe musculaire. Et donc, effectivement, ce groupe musculaire, lorsque je m'entraîne, je vais apporter du dommage dessus et ça va me faire des petites lésions. On va appeler ça un trou. Voilà, on va grosso modo appeler ça un trou sur ma fibre musculaire, sur laquelle j'ai des cellules satellites. Et donc, effectivement, je vais provoquer des dommages musculaires qui vont conduire à l'activation de ces cellules satellites, qui sont entre guillemets dormantes. Donc satellites autour, ok. Et donc effectivement, lorsque ça se passe, mes cellules, elles se diffusent sur les parties du muscle endommagées, et elles aident aussi à la régénération de celui-ci, lorsqu'elles fusionnent avec les fibres musculaires endommagées. Donc en gros, c'est comme si j'avais un petit trou sur ma fibre musculaire, et donc effectivement, j'ai des cellules qui vont se dupliquer, qui vont revenir, et on va essayer de combler ce trou pour revenir à une fibre plus forte, et effectivement, je vais pouvoir la renforcer à partir de ce principe-là. Et donc, les dommages musculaires ici, qui sont liés aux courbatures que vous allez ressentir sur certains types d'exercices, vont arriver sur des nouveaux stress, sur des contractions, voilà, ce type de situation. La douleur, elle va démarrer en général dans les heures qui vont suivre et jusqu'à à peu près un niveau maximum le lendemain, le surlendemain, 48 heures. Donc effectivement, vous allez avoir un niveau de croissance qui va être de stress, qui va apparaître à partir de ce moment-là. Et ensuite, ça va s'apaiser petit à petit. Pour les courbatures, pour les réduire, pour justement réparer plus vite, principe de base, assurer ses apports en protéines, bien manger, avoir ses apports en vitamine C, etc. Voilà, avoir des apports en protéines complets, un aminogramme qui soit intéressant, donc c'est-à-dire des acides aminés qui soient plutôt complets. Donc faire attention, par exemple, si vous êtes vegan, à ne pas manger qu'une seule source de protéines végétales sur votre repas. Par exemple, je mange que du soja et puis c'est tout. Donc voilà, ce type de principe-là va vous permettre de récupérer plus vite sur cette courbature.
sur ces dommages musculaires, sur cette réparation, mais aussi l'hydratation et les autres micronutriments à côté qui peuvent vous permettre de récupérer plus vite. Et donc l'inflammation et l'activation du système immunitaire sont impliqués dans le processus d'activation des cellules satellites et de la croissance musculaire. Malgré tout, à la même chose que le stress métabolique, on a des données empiriques sur les humains qui montrent que le dommage musculaire joue un rôle positif indépendamment de la tension mécanique qui peut manquer. Et donc ces dommages musculaires ne sont pas techniquement nécessaires à la croissance musculaire. Donc c'est pas une base qui va déterminer la croissance musculaire. Ici je réfère à l'étude de Kyle Flan et associés sur Muscle Damage and Muscle Remodeling, No Pain, No Gain, de 2011. Et je mettrai les liens en description du podcast. Et donc, on n'a pas de corrélation avec la croissance musculaire ici. Donc, on a la data là-dessus qui détermine directement qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous avez des courbatures que vous allez forcément avoir de la croissance musculaire. On a une autre étude du coup qui montre ça, de 2016 par Felipe Damas et associés, qui est très sympa et qui nous montre un petit peu ce mécanisme. Autre étude directe sur le sujet qui nous permet de clairement définir si les courbatures vont être déterminantes dans la croissance musculaire. On a une superbe étude de Contreras, de Brett Contreras, qui nous est publiée en 2013 justement sur le muscle soreness, donc fatigue après l'exercice. Est-il un facteur, un indicateur valide pour les adaptations musculaires? Et effectivement, ici, on a pu déterminer que non, ce n'était pas le cas. Donc, vous ressentez des courbatures et essentiellement, en fait, lorsque vous allez effectuer un effort auquel vous n'êtes pas habitué. Donc, par exemple, ici, j'ai repris le leg press et effectivement, du coup, j'ai ressenti des courbatures. Ou alors, exemple de courbature que j'ai pu avoir, vous reprenez une rando, vous faites une grosse rando, vous n'y êtes pas habitué, et donc effectivement, cette randonnée va vous provoquer des petites courbatures peut-être au mollet, les cuisses, un truc comme ça. Autre exemple, vous allez faire du kayak, une grosse journée kayak, vous faites une descente de l'Ardèche, vous n'êtes pas habitué à ce type d'effort, et je sais pas, vous faites le 32 km et vos épaules, elles prennent tarif, du coup vous avez des courbatures aux épaules sur les prochains jours. Toutes ces activités, vous n'avez pas l'habitude de les faire et par conséquent, c'est les adaptations qui vont se passer au niveau de vos groupes musculaires vont impliquer des courbatures et ces courbatures-là n'ont pas forcément, ou en tout cas pas de relation avec la croissance musculaire. Donc sinon, on passerait son temps à changer d'activité. Un jour, on fait la descente de l'Ardèche, le jour, on fait du kitesurf, puis après, on fait de la musculation, puis après, je sais pas, on va faire de la natation et on se retrouverait à devenir un monstre de musculature. Donc non, il n'y a pas de relation directe entre courbature et croissance musculaire. En tout cas, ce n'est pas le mécanisme principal qui détermine une croissance musculaire. Ensuite, effectivement, lorsque vous allez vous entraîner sur un schéma d'entraînement, donc une programmation que vous allez répéter pour améliorer votre physique, vos performances dans une activité, lorsque vous allez répéter cette activité, vous allez induire un effet qu'on appelle effet de répétition, tout simplement, qui va réduire vos courbatures puisque vous allez avoir des adaptations qui vont être similaires à nouveau, et votre muscle va y être habitué au fur et à mesure, et donc vous serez plus fort pour cette activité-là, de base, par l'adaptation, par l'habitude au mouvement aussi, mécanisme d'apprentissage au niveau musculaire, et donc effectivement, vous allez pouvoir réduire vos courbatures. Et c'est pour ça justement que sur un entraînement sur lequel vous êtes en train de progresser depuis quelques semaines, ou plusieurs semaines, normalement, vous ne devriez plus ressentir ou pas ressentir de courbatures, puisque justement, vous allez être habitué à l'exercice. Ça va être aussi interdépendant, en dehors de l'effort, c'est-à-dire d'autres raisons que l'effort en question, parce que parfois, certaines personnes ressentent toujours des courbatures au bout d'un certain temps. Mais normalement, si on regarde le principe de base d'adaptation à l'exercice, vous ne devriez plus en ressentir. Donc, effectivement, pour revenir aux explications de base, ce que j'ai expliqué au début, les courbatures sont donc une conséquence des dommages musculaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a des courbatures que vous avez de la croissance musculaire. D'accord ? Donc c'est une conséquence qu'il peut y avoir suite aux dommages musculaires, mais pas ce qui va permettre d'impliquer de la croissance directement. Ce n'est pas la courbature qui va le faire. Donc en soi, c'est assez simple. Donc effectivement, pour répondre aux différentes questions,
Est-ce que si j'ai des courbatures, mon programme est efficace ? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être que tu as été faire du badminton et tu n'as pas l'habitude. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu es en train de prendre du muscle en faisant du badminton. Tu peux aussi ne pas avoir de courbatures et que ça fonctionne très bien de ton côté. Ça, c'est une situation idéale. Certaines personnes peuvent avoir beaucoup de courbatures d'ailleurs et moins bien récupérer alors que elles ont une activité présente depuis quelques temps. Mais il faudra essayer de voir s'il n'y a pas des causes autres, comme par exemple sur l'hydratation, sur la micronutrition, la nutrition de base, la récupération en fait, tout ce qui va vous permettre de bien récupérer, le sommeil, etc. Donc il y a autre chose qui peut vous ramener à là, mais globalement, pour tout ce qui est lié à l'exercice, la courbature n'est pas un indicateur et n'est pas quelque chose qui est nécessaire du tout. Donc si vous pouvez ne pas en avoir, tant mieux, ça vous fera un petit peu moins de mal. Donc effectivement, du coup, pour répondre à ce sujet qui était assez court, la courbature, c'est ciao. Donc effectivement, choquer le muscle et compagnie pour prendre du muscle, non, ça ne répond pas au mécanisme de base des groupes musculaires et on a des études très puissantes sur le sujet, comme notamment celle de Brett Contreras qui est extrêmement intéressante de 2016. Voilà, c'était un sujet assez court aujourd'hui. En fait, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire, hein. Juste, ne vous concentrez pas là-dessus et essayez de ne pas en avoir. Habituez-vous à une programmation. Ne changez pas votre programme toutes les semaines. Mettez en place une routine sur laquelle vous allez progresser. Vous allez faire des PR, assurer une surcharge progressive. Vous allez progresser sur vos exercices chaque semaine et pas tous les 6 mois. Et donc, effectivement, à partir de ce schéma-là, de cette habitude-là, vous allez donc pouvoir éviter les courbatures plus facilement et aussi induire une croissance musculaire et bien progresser. C'est la clé pour le Next Physique, nom du podcast. Maintenant, je vous laisse là-dessus. C'est un sujet assez court aujourd'hui. En vrai, il n'y avait pas non plus 46 choses à dire. Je pense que ça peut vous faire sympa, ça peut vous faire plaisir un petit peu, des petits sujets plus courts comme ça. On se retrouve pour un prochain podcast qui sera le Talk des coachs avec Maxime. On discutera un petit peu de nos objectifs actuels, d'actualité. Et sur le sujet, je ne le sais pas encore, on l'enregistre demain. Donc, surprise, à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Si ces épisodes vous plaisent, si vous apprenez des choses, si vous voulez me soutenir et me remercier pour ces épisodes, merci de le liker, de le commenter si vous êtes sur YouTube, de mettre une étoile si vous êtes sur une application de podcast, Apple Podcast, Spotify. Vous pouvez aller sur la chaîne directement et mettre une note, ça m'aidera énormément et ça me motivera pour faire d'autres épisodes. Merci, c'était Julien, on se retrouve directement sur le prochain épisode. On a dépassé les 50 épisodes quand même, ça commence à faire pas mal, hein. Et on va approcher petit à petit les 60. Merci à vous, merci les athlètes. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques.
toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job. Et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois vous ne vous blessiez pas et ensuite que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.